aussi permettre d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre qui seraient dues justement à la conversion de ces milieux-là. Quand on parle de solutions nature pour le climat, la plupart du temps, on pense surtout aux arbres, évidemment, mais c'est pas juste les arbres, c'est à peu près tous les milieux naturels qui sont ce qu'on appelle des puits de carbone naturels. Ça veut dire qu'ils sont capables de capter et de stocker du carbone dans leur biomasse et dans le sol. C'est le cas des arbres, mais c'est le cas aussi des milieux humides, des tourbières, c'est le cas en fait de toute la végétation quasiment, c'est le cas des océans aussi. D'où l'importance véritablement de protéger ces milieux-là. Maintenant, quand on parle de solutions nature pour le climat, je vous le disais, on parle de protection, mais ce n'est pas juste ça. En gros, il y a 3 axes d'intervention sur lesquels on peut travailler. C'est la protection, ça c'est certain, c'est comme le premier geste à faire. Mais on parle aussi de meilleure gestion de certaines activités humaines comme la foresterie et l'agriculture. C'est-à-dire que d'améliorer ces pratiques-là justement pour qu'elles relarguent moins des GES et qu'au contraire, elles participent à la protection des milieux naturels et qu'elles-mêmes travaillent à mieux capter justement et séquestrer le carbone. Et puis, il y a quand malheureusement, par contre, certains lieux ont été détruits, il y a la partie restauration de ces milieux naturels-là pour revenir chercher en fait certaines fonctionnalités de ces milieux naturels, dont la fonction de puits de carbone, mais ce n'est pas la seule. Ce qui est intéressant avec les solutions nature pour le climat, c'est qu'à l'heure où on est évidemment en pleine crise climatique, mais où on est aussi en crise de la biodiversité, on voit un effondrement massif depuis maintenant plusieurs années de la diversité biologique un peu partout sur la planète. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en travaillant avec la nature, on est capable d'adresser les 2 crises en même temps. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que quand on parle, si on a une vision juste de séquestration du carbone, il y a vraiment un danger d'avoir juste des solutions technologiques pour faire face à la crise climatique. Mais avec ces solutions technologiques-là, il peut y avoir aussi des impacts négatifs sur la nature et sur les êtres humains. Donc, les solutions nature pour le climat pourraient en partie pallier à ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est souvent l'alliance des deux, mais vraiment en faisant attention de penser de manière générale la transition écologique et sociale de manière globale et intégrée pour s'assurer que les solutions à l'une des crises ne viennent pas accentuer l'autre, en gros. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Maintenant, le problème, c'est qu'avec, j'ai envie de dire, une approche peut-être fonctionnaliste, en tout cas de la nature, viennent certains risques quand même. On le voit, on est en pleine COP26. C'est une COP qui est importante, vous le savez, parce que c'est la COP du rehaussement des ambitions climatiques. Mais c'est aussi une des premières COP où on commence justement à lier crise climatique et crise de la biodiversité. Et la nature, en tout cas, la reconnaissance du rôle de la nature dans l'atténuation et l'adaptation. Cool. Je pense qu'Anne-Céline a des petits soucis de connexion, Diego. Oui, c'est pas grave parce que je pense que les gros de son message étaient déjà passés. Si tu peux lui texter le temps de se reconnecter. Anne-Céline parlait de ces risques de greenwashing, d'éco-blanchiment. On les voit à la COP en ce moment. Et pendant la COP, il y a des voix qui se sont levées. Il y a même des rapports qui ont été publiés de façon clairement intentionnelle, avec une intention sociale et politique pour dénoncer ces dérives-là. Donc, pour mettre la table de ce qui se passe cette semaine exactement, les IAC, les Indigenous Action for Climate, a publié, c'est ce qu'on appelle les sneak peek reports, donc un rapport préliminaire dans lequel il signalait justement cet risque de dérive, puis aussi souligner à juste titre
une faiblesse dans la considération des savoirs traditionnels et des points de vue autochtones dans le design et dans le déploiement des solutions nature. Et aussi, les jeunes, notamment via la coalition Jeunes pour la Nature, Youth for Nature, publié aussi une longue prise des positions dans lesquelles ils s'adressaient des critiques qui avaient commencé à résonner depuis le début de l'année. Tout ça peut se résumer dans l'annonce des totales ou d'échelle de planter davantage d'arbres dans l'Afrique subsaharienne pour compenser leurs émissions, puis les tweets de Greta Thunberg en disant Greenwash Alert. Donc, si on veut réduire l'ensemble de l'histoire à des interventions très, très courtes dans les médias, je pense que ces deux exemples sont assez éloquents. Cela dit, avant de passer les mots à nos panélistes, et peut-être pour lancer la discussion, pour provoquer la discussion, nous tenons à dire que nous considérons que le message était clair. Donc, les risques d'appropriation, de dilution et de déclenchement du concept scientifique des solutions climatiques basées sur la nature était et continue d'être un danger réel que nous devons contrer par un débat inclusif basé sur des perspectives multiples et des données scientifiques solides. Ces données scientifiques, nous considérons qu'elles sont là. Nous reconnaissons que les rapports de l'IAC, celui dont je vous parlais tantôt, les risques et les menaces des solutions basées sur la nature pour les peuples autochtones, mais ça soulève des préoccupations légitimes et nous sommes solidaires avec les victimes qui existent déjà des solutions basées sur la nature qui ont été déployées à tort, pas de la bonne manière. Et cela dit, nous pensons que les solutions nature pour le climat ont une base scientifique solide qui a été démontrée dans des études récentes. Juste à penser à Griscom, qui a travaillé avec une trentaine de chercheurs, et Ronnie Drever au Canada, qui a évalué le même potentiel pour le Canada avec un nombre assez impressionnant de chercheurs aussi. Et nous reconnaissons que cette approche de la protection de la nature a des liens étroits avec les visions autochtones de la conservation des terres et des pratiques qui sont immémorielles, qui datent depuis très longtemps et qu'on continue à s'en inspirer. Donc, on pense que les deux approches sont complémentaires et ce sont deux approches qui doivent se parler. Donc, nous pensons, pour résumer, que la science occidentale qui est appliquée ici et les connaissances des autochtones peuvent être intégrées dans une vision holistique de solutions de nature pour le climat, dans le but de réduire des émissions, puis de protéger des écosystèmes et que les bénéfices, les co-bénéfices sociaux qu'ils peuvent apporter, disons, abonderaient dans un avenir plus juste et plus inclusif pour tous. Donc, voilà les repères avec lesquels on travaille cette semaine et les débats dans lesquels on est. Et c'est un débat qui va probablement s'intensifier. Et c'est un débat important qu'on ne veut absolument pas éviter d'avoir. Au contraire, on saute tête première et avec enthousiasme parce que nous considérons que les inquiétudes soulevées sont légitimes. Donc, sur ça, Céline, je te passe la parole pour commencer avec les panélistes parce qu'on a beaucoup parlé. Oui, tout à fait. Et d'abord, excusez-moi, j'ai eu comme une panne de réseau d'un coup. Heureusement, j'ai pu revenir. Merci Diego d'avoir pris la balle au bon, comme on dit. Donc, continuons avec justement nos panélistes. Et la première partie, donc Sylvia, va nous parler plus exactement justement des assises scientifiques sur lesquelles reposent les solutions nature pour le climat. Donc, Sylvia, je te passerai la parole. Merci beaucoup, Anne-Céline et Diego. Laisse-moi juste partager mon écran. OK. Est-ce que vous le voyez maintenant? Fantastique. Mais premièrement, je vais retourner un peu sur la définition que Anne-Céline nous a partagée sur ces solutions nature pour le climat. Ils sont vraiment toutes les actions de conservation, de restauration, d'amélioration des aménagements des écosystèmes qui a pour but de rendre des bénéfices à la société qu'à la nature. Alors, c'est gros comme définition et on peut aussi penser qu'il y a plusieurs types de solutions de nature, dont la solution nature pour le climat en était une. Alors, généralement, ça, c'est un diagramme du rapport de Dasgupta en 2021 qui identifie les buts pour lesquels on met en place les solutions nature.
Souvent, c'est, comme Anne-Céline nous a mentionné, pour combattre la crise de biodiversité, mais aussi pour augmenter la résilience de nos écosystèmes, pour qu'ils nous rendent plusieurs types de services, dont la mitigation des changements climatiques en est un, ainsi que la santé humaine, la santé de l'écosystème et les autres valeurs à lesquelles nous tournons souvent. Alors, c'est vraiment un d'entre plusieurs buts dans lesquels on implante les solutions nature. Mais pourquoi est-ce que les solutions nature pour le climat sont tellement importantes? Mais si on pense dans une perspective globale, on a déjà impacté plus de 75% de tous les milieux terrestres sans glace sur le Terre. Ça, c'est énorme. On voit ici une carte d'Albert Ettal en 2007 qui démontre où sont ces impacts, où est-ce que les humains approprient la productivité de la Terre. Et ça, c'est important parce que depuis 1750, nos actions d'agriculture, de foresterie, des autres actions terrestres a résulté dans l'émission d'à peu près 200 ou 230 pétagrammes de carbone à l'atmosphère et à la même temps a réduit la capacité de nos écosystèmes de stocker le carbone dans le matériau organique. Alors, ils ont été une des grandes sources de carbone dans l'atmosphère et malheureusement, on continue d'émettre aussi des émissions aujourd'hui à travers ces pratiques. Selon un rapport du GIEC en 2019, l'agriculture, la foresterie et les autres actions et utilisages des sols contribuent à peu près un quart de toutes les émissions. Alors, c'est vraiment un milieu, un espace, une opportunité pour réfléchir à comment on interagisse avec l'environnement pour à la fois réduire ces émissions actuelles, mais aussi récupérer le stockage perdu historiquement. Alors, les solutions nature pour le climat sont intéressantes parce qu'ils peuvent à la fois réduire nos émissions actuelles à travers des meilleures pratiques de gestion sur le territoire, mais aussi réduire la concentration de carbone dans l'atmosphère à travers la séquestration et le stockage. Dans la dernière décennie, ceci a vraiment été un point d'intérêt dans la science, c'est de mieux comprendre comment les différents types de solutions nature, ici j'en ai mis une dizaine qui sont très communes, à laquelle on fait souvent répartition. On veut savoir comment est-ce qu'ils rendent leurs services écosystémiques à la société. Alors, entre ça, c'est surtout le carbone, mais aussi les autres services comme la pollinisation, l'approvisionnement en bois, entre autres, à travers les processus écologiques. Alors, on a fait beaucoup de recherches dans différents types de milieux pour comprendre comment ces types d'actions de conservation et restauration ou amélioration apportent ces types de bénéfices. Et ceci produit dans un grand rapport en 2017 par l'équipe de Griscom pour essayer d'évaluer c'est quoi le potentiel des solutions pour la nature pour lutter contre les changements climatiques. Alors, ils ont repris les études qui ont été faites pour 20 différents types de solutions nature dont le science était très, très fiable pour estimer combien de tonnes de carbone pourraient être séquestrées et stockées dans les écosystèmes. Et selon leur modélisation, ils ont trouvé que presque un tiers de toutes les mesures d'atténuation du climat, les moins coûteuses nécessaires pour rester en dessous de la barre de 2 degrés Celsius, étaient possibles à travers des solutions nature sur le climat. Alors, on voit ici sur le graphique à gauche la ligne grise qui démontre nos émissions historiques qui vont peut-être se continuer dans un scénario de statu quo. Et en vert, c'est la contribution que les différentes actions de solutions nature pourraient en avoir et contribuer à nos efforts de lutte contre le changement climatique. Et ce qu'on voit, c'est qu'à 2030, c'est à peu près un tiers de toutes les réductions nécessaires. À la droite, dans cette graphique-là, on voit la répartition entre les différents types d'actions, les actions de protection, de restauration et d'aménagement. On voit que la répartition, c'est à peu près égal entre ces trois actions. Alors, ce n'est pas qu'on doit juste protéger ou restaurer, mais c'est vraiment qu'on doit faire tous les trois en même temps pour réaliser ces bénéfices potentiels. L'autre élément qui te frappe dans cette figure-là, c'est qu'il y a une énorme portion qui est aussi la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui viennent des énergies fossiles. Alors, les solutions nature, ils vont bénéficier, mais ce n'est pas tout le travail qu'ils doivent faire. On doit aussi réduire nos émissions des autres sources et des autres secteurs pour vraiment réaliser cette trajectoire pour rester en dessous de 2 degrés Celsius. Alors, c'est
quoi les grandes actions de solutions nature pour le carbone qu'on peut mettre en place? Dans l'étude de Griscom, ils ont évalué 20 différents types de solutions nature pour le climat, dont ceux qui se retrouvent dans les forêts, les terres agricoles et les milieux humides. Et ce qu'ils ont retrouvé, c'est qu'au niveau global, le potentiel pour le changement climatique, pour mitiger le changement climatique, se tombe vraiment dans les milieux forestiers. Alors, la reforestation, la conservation et la gestion des forêts a un énorme potentiel pour mitiger le changement climatique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin aussi des actions dans l'agriculture ou les milieux humides, mais c'est un des espaces qui est très intéressant. Pourtant, ça pourrait aussi impliquer des problèmes ou des conflits avec les autres usages de sol, comme la sécurité alimentaire. Alors, c'est un point de garder en tête qu'on doit aussi regarder les besoins humains qui sont nécessaires pour l'implantation de ces solutions. En 2021, le collègue Ronnie Drever au Canada a refait le même type d'analyse pour le Canada pour évaluer c'est quoi la contribution de ces solutions nature pour le carbone ici au Canada. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que d'ici 2030, ces types de solutions nature pourraient apporter à peu près 80 téragrammes de dioxyde de carbone équivalent par année en termes de séquestration, ce qui est équivalent à toutes les émissions des industries lourdes au Canada. Alors, c'est pas négligeable, c'est une grande contribution que ça se peut faire, mais on a toujours des actions supplémentaires à poursuivre pour vraiment rester sur une trajectoire de 2 degrés Celsius. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi que la plupart de ces actions sont vraiment dans le milieu agricole qui ont le plus grand potentiel pour mitiger le changement climatique. Mais c'est une chose qu'on n'a pas vraiment évaluée, c'est comment est-ce que la biodiversité pourrait contribuer de manière additionnelle à ces solutions nature pour le changement climatique. Alors, un nouveau parti de science a commencé à regarder cette question, c'est quoi l'interaction, le rôle de la biodiversité dans les solutions nature basées sur le climat. Un récent article est sorti cette année par Maury et al., qui a regardé c'est quoi l'impact des différents scénarios de changement climatique sur nos forêts au niveau global et sur la biodiversité qui est contenue dans ces forêts-là. Et ce qu'ils trouvaient, c'est qu'il y avait peut-être une boucle de retour très indésirable. Ce qui veut dire que lorsqu'on n'atténue pas nos changements climatiques, on accélère la perte de biodiversité dans nos forêts. Et ceci est un problème parce que les forêts plus diverses stockent plus de carbone. Alors, si on perd cette biodiversité, on a une perte supplémentaire de carbone à l'atmosphère à cause de ça. Alors, il y a vraiment un lien très, très fort entre le carbone et la biodiversité. Par contre, si on prend des mesures maintenant activement pour réduire les changements climatiques, ceci peut mener à un boucle de retour désirable où la mitigation des changements climatiques atténue la perte de la biodiversité et on continue de stocker la biodiversité et le carbone dans nos forêts. Ceci souligne l'idée que les solutions naturelles pour le climat ont besoin de prendre en considération la biodiversité et comment ça peut renforcer nos efforts. Alors oui, on veut reforester, mais on veut reforester avec des mix d'espèces très divers parce que ça va nous aider à séquestrer encore plus de carbone. Et finalement, ce sont des études qui font à grande échelle, mais actuellement, l'implantation de ces solutions nature va se faire à des échelles très locales, avec des acteurs locaux et les parties prenantes qui ont des différents types d'intérêts à travers l'implantation de ces solutions. Alors, une des choses que nous faisons à Habitat, c'est essayer de mettre à œuvre nos sciences pour la prise de décision pour l'implantation des solutions nature. Alors, on voit ici une carte que l'on vient de réaliser pour la communauté métropolitaine de Montréal, qui identifie tous les milieux naturels sur le territoire et fait une priorisation de leur importance pour différents types de services qu'ils peuvent rendre, dont le stockage et la séquestration de carbone en interne, mais aussi pour la biodiversité et pour les autres services écosystémiques, culturels, entre autres, pour aider à prioriser où est-ce que ces actions devraient se prendre en place et qui sera impacté par ces types d'actions. Alors, pour nous, c'est vraiment la science qui pourrait soutenir la décision et informer les discussions autour de comment est-ce qu'on réalise le potentiel dans les solutions nature pour le climat pour réaliser nos aspirations à la COP. Alors, avec ça, je
je vais arrêter le partage de mon écran et je ne sais pas si je prends des questions maintenant, Anne-Céline, ou c'est plus tard. Non, on va les prendre plus tard pour le moment. Je passerai la parole à Diego. Oui, ben, excellent. On est à un moment où on a présenté déjà d'abord tous les risques de Global Launch Map, mais Sylvia, merci beaucoup. Tu as montré avec des chiffres très solides les potentiels que les solutions auraient au Canada si bien déployées. Simon, tu as une vaste expérience internationale. Tu as été témoin des déploiements des solutions nature ailleurs. C'est quoi, c'est ce que tu as observé sur le terrain par rapport aux critiques qu'on avait mentionnées. Qu'est-ce qui confirme ou qu'est-ce qui réfute ces critiques-là dans ton expérience à l'extérieur? Oui, merci Diego pour la question. Donc, moi aussi, je vais partager une présentation. Mais pour un premier élément de réponse, je pense que c'est important, comme Sylvia le mentionnait, de tenir compte des différents bénéfices que la nature peut apporter. Moi, quand j'étais coopérant au Pérou, la plupart des projets dans lesquels j'ai travaillé, ce n'étaient pas des projets qui visaient d'abord et avant tout à atténuer les changements climatiques. Puis il y avait vraiment un volet social, économique également. Donc, tous les trois composants du développement durable étaient vraiment importantes pour le succès des interventions. D'abord, une mise en contexte qui n'est pas vraiment nécessaire vu que ça a été bien abordé par Sylvia, mais c'est rappeler que oui, d'un point de vue mathématique, quand on regarde le stock de carbone qui est présent dans la végétation, oui, ça fait partie de la solution. Par contre, ça a été mentionné également, c'est pas seulement la biomasse aérienne, ce qui est visible, mais également ce qui est dans le sol. Mais par contre, ce que je vais tenter de démontrer ou d'élaborer un peu dans ma présentation, c'est certains des points des conceptions qu'il faut éviter pour ne pas tomber dans le piège de l'éco-blanchiment. D'abord, ça a été mentionné d'entrée de jeu par Anne-Céline, il ne faut pas perdre de vue notre objectif premier. Ça a été mentionné aussi par Sylvia à l'aide de recherches sur les solutions à moindre coût. Donc, ce n'est pas juste de replanter des arbres, il faut d'abord et avant tout réduire les émissions à la source parce qu'il n'y a pas assez de terre disponible de toute façon si on voulait compenser les émissions qui sont déjà qui correspondent à un scénario business as usual. Aussi, je pense que c'est important de ne pas voir les solutions nature pour le climat comme un nouveau concept, comme quelque chose qui serait vraiment tombé du ciel. Plusieurs des solutions nature dont on parle dans plusieurs pays, sont dérivées de pratiques qui sont souvent millénaires ou en tout cas qui ont une longue existence, qui servent vraiment des objectifs très concrets et qui donnent des bénéfices très concrets pour la population. Donc, le fait qu'on regarde la nature pour résoudre la problématique du réchauffement climatique, de mon point de vue, c'est vraiment une illustration de plus du fait que notre bien-être repose sur la nature. Puis pour cette raison-là, je pense que c'est important de trouver de nouvelles façons de valoriser la nature, que ce ne soit pas seulement comptable, qui ne regardent pas seulement des tonnes de carbone ou même des hectares de reboisés, mais qui permettent de valoriser d'autres services. Je montre ici un schéma qui est très similaire à celui que Sylvie a montré. Donc, la nature nous apporte plusieurs bénéfices. Je vais développer plus particulièrement quelques bénéfices sur lesquels moi j'ai travaillé quand j'étais au Pérou. Qui correspondent surtout aux écosystèmes andins, donc la chaîne de montagnes au centre du Pérou. Donc, mon premier exemple, j'ai préparé trois exemples, mais si on est capable d'en faire un avec le temps qu'on a, c'est déjà bien. Étant donné que j'ai fait une présentation en recyclant un peu des éléments d'autres présentations que j'avais fait précédemment. Donc, le premier exemple dont je veux parler, c'est le rôle que la nature peut jouer pour lutter contre les problèmes de pénurie d'eau. Le Pérou est un pays où la majorité de la population vit dans un désert. Donc, la côte péruvienne, c'est un écosystème désertique, mais c'est là où vit la majorité de la population. C'est là où il y a beaucoup de production agricole également. Donc, cette population-là dépend exclusivement de la pluie qui tombe en amont, donc dans les sommets des Andes, puis directement également des glaciers
qui présentement sont en train de fondre. Donc, une des solutions pour remédier à cette pénurie d'eau-là, c'est de regarder justement d'où provient l'eau dans les ondes, puis de mettre en valeur des savoirs ancestraux sur la régulation de l'eau. C'est pas une technique, c'est pas, il n'y a pas de livre blanc qui regroupe l'ensemble des techniques. C'est beaucoup de techniques parmi lesquelles certaines sont vraiment documentées avant. On a trouvé des traces archéologiques d'avant l'arrivée des Espagnols, même avant les Incas. Donc, c'est plusieurs techniques, mais qui tirent profit des particularités du sol, de la végétation, pour infiltrer l'eau dans le sol durant la saison des pluies, de façon à ce que cette eau-là qui est infiltrée dans le sol puisse être libérée durant la saison sèche, puis en ruisselant avec la gravité, l'eau devient disponible pour les populations qui vivent dans les ondes, mais également pour les populations plus urbaines qui vivent le long de la côte. Ces techniques-là sont intéressantes aujourd'hui pour l'adaptation au changement climatique s'il y a des patrons de pluie qui sont plus imprévisibles qu'avant, mais ils sont intéressants de toute façon pour les populations locales par rapport aux bénéfices qu'eux peuvent retirer de disposer de davantage d'eau durant la saison sèche. Donc, ce sont pour la majorité des populations qui dépendent de l'élevage de bétail ou de l'agriculture. Donc, on voit ici des exemples de techniques, des barrages, mais qui sont semi-perméables, donc qui sont faits à partir de matière organique qui est retrouvée dans le territoire même. Donc, c'est la même technique qui est illustrée, le schéma, puis la photo ici. Il y a d'autres techniques qui sont plus vraiment liées à des connaissances fines de la flore. Par exemple, la présence de cette plante-là qui est illustrée. Cette plante s'appelle la putaka. Puis c'est une plante qui est une indicatrice de milieux de sols qui sont humides. Donc, c'est toujours un bon signal quand la plante pousse, ça veut dire que l'intervention fonctionne. Puis d'autres techniques sont peut-être pas nécessairement aussi anciennes, mais qui sont mises en place avec parfois avec succès. Par exemple, des tranchées dans le sol pour l'infiltration de l'eau dans le sol lui-même. Le Pérou reconnaît de plus en plus l'importance de ces techniques-là, donc de pas seulement compter sur des barrages qui sont finalement des solutions grises qui imperméabilisent le sol, qui apportent aucun avantage en termes de biodiversité, puis surtout aucun avantage en termes de co-bénéfices pour les populations locales. Donc, les barrages servent majoritairement les populations urbaines en aval. Ce n'est pas des projets à plus petite échelle qui peuvent bénéficier aux populations dans les zones. Donc, un des avantages, c'est vraiment l'ensemble des co-bénéfices. Il y a un mécanisme qui a été mis en place pour agiliser, permettre plus facilement de financer les savoirs ancestraux sur la régulation de l'eau, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait maintenant presque 10 ans que le mécanisme a été mis en branle, donc un mécanisme de financement qui se base sur la rétribution des populations vivant en amont des bassins versants par les utilisateurs d'eau potable des grandes villes. Donc, le mécanisme existe, mais la mise en place, le financement d'intervention tarde à se concrétiser. Pourquoi? C'est la même raison qui explique pourquoi les solutions basées sur la nature sont des fois dures à financer par des grands bailleurs internationaux comme le gouvernement du Canada, mais également difficiles à financer par les gouvernements nationaux, les gouvernements locaux au Pérou. C'est que souvent, ils vont chercher des interventions dont les résultats sont faciles à quantifier. Donc, on parle d'hectares reboisés, de tonnes de CO2 séquestrés, mais également dans le cas qui nous intéresse, de litres d'eau qui ont été infiltrés durant la saison des pluies. Puis des résultats qui sont aussi circonscrits dans le temps, donc dont on peut s'assurer qu'ils vont donner des résultats avant la fin d'un projet ou d'une intervention, d'un programme qui a une fin. Mais malheureusement, la nature fonctionne pas d'une façon aussi carrée. Les meilleures solutions fondées sur la nature sont vraiment celles qui valorisent une multitude de bénéfices, donc qui impliquent des écosystèmes complexes. Certains bénéfices sont durs à quantifier. Souvent, les plus importants pour les populations locales sont vraiment les plus durs à quantifier. Puis surtout, ça prend du temps à se matérialiser.
Donc là, je mets en contraste, en opposition, un article qui était d'opinion qui date de quelques mois dans The Guardian, qui fait vraiment l'apologie du temps, qu'il faut donner du temps à la nature. Il faut avoir des mécanismes qui donnent du temps à la nature pour reprendre ses droits ou pour la restauration de façon générale. Puis d'autres interventions, donc ça c'est au Pérou, plusieurs gouvernements locaux veulent des résultats rapides. Donc, ils financent des plantations de 1 million d'arbres en une journée par des bénévoles. Les arbres sont tous de la même espèce, le pin, dans ce cas-ci, qui est une espèce exotique qui, en fait, est une espèce vraiment, vraiment désastreuse du point de vue de l'adaptation au changement climatique. Car le pain ne permet pas le pain consomme beaucoup d'eau. Donc, semer des pins, ça peut peut-être capturer du carbone dans des sols qui sont dégradés. Mais comme c'est souvent le cas, quand on sème des pins dans des milieux humides, dans des sols qui ne sont pas si dégradés que ça, en fait, c'est vraiment une très mauvaise idée pour les populations locales qui dépendent de l'eau, qui ont besoin d'eau pour leurs moyens de subsistance. Puis moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous pensez que c'est un exemple d'éco-blanchiment, ce type d'opération choc ou ce type d'opération très rapide? Donc, on ne parle pas d'une grande entreprise qui vend des crédits carbone, on ne parle pas de multinationales, on parle d'un gouvernement régional qui, dans ce cas-là, est vraiment parmi les régions les plus pauvres, qui fait appel au pouvoir des bénévoles. Donc, il n'y a peut-être pas non plus d'intérêt économique, mais le discours des changements climatiques puis de la solution basée sur la nature comme quelque chose de très simpliste est tellement présent et tellement prenant que ça mène à la prolifération de ces interventions-là. Donc, est-ce qu'on parle d'éco-blanchiment? Est-ce que c'est un exemple? Deuxième exemple, qui cherche un peu à illustrer une autre problématique, qui est le fait que dans les pays du Sud, souvent les écosystèmes sont beaucoup moins étudiés, malgré le fait qu'ils sont plus complexes que les écosystèmes tempérés et boréaux, par exemple ceux qu'on trouve au Québec. Donc ici, je cherche un peu à illustrer à partir d'un exemple de comparaison entre ce qui se fait au Québec pour la coupe forestière dans les forêts boréales. Puis, excusez-moi. Ce qui se fait dans les écosystèmes andins au Pérou pour contrer le problème de surbroutage, donc avec l'élevage de bétail. Donc, d'une part, on a au Québec beaucoup d'études, pas seulement au Québec, mais dans les forêts boréales, partout dans le monde. Donc, moi, quand j'étais en biologie, puis que je suivais un cours en gestion aménagement des écosystèmes forestiers, on a révisé beaucoup d'études qui cherchaient à comprendre un peu c'est quoi la dynamique naturelle de la forêt boréale, qui dépend beaucoup dans ce cas-ci des incendies de forêt, qui est une dynamique naturelle qui peut être amplifiée par les changements climatiques et les comportements humains, mais qui est à la base une dynamique qui est vraiment déterminante pour ces écosystèmes, les écosystèmes boréaux. Puis beaucoup de biologistes cherchent à modifier, à transformer la façon comment on aménage. Quand je dis aménage, je veux dire comment on coupe nos forêts au Québec de façon à ce qu'il puisse y avoir des patrons de coupe qui cherchent à répliquer, à imiter un peu ce que la nature fait d'elle-même avec le feu. Donc, ça peut jamais être parfait, mais il y a beaucoup d'approximations qui sont proposées par des biologistes, dont plusieurs travaillent au sein même du ministère des Forêts, Faune et Parcs. Mais ceci étant dit, ça ne veut pas dire que le Québec est un élève modèle ou qu'ils ont mis en place toutes ces connaissances. Des fois, il faut aussi de la volonté politique. Puis dans le cas qui nous intéresse, le gouvernement tarde beaucoup à reconnaître l'importance des vieilles forêts ou les forêts qui ont été ravagées par le feu, de les garder sur pied parce que c'est souvent un habitat pour plusieurs animaux. Mais on dispose de beaucoup de connaissances, ce qui est pas nécessairement le cas dans les écosystèmes andins. Par rapport à la problématique du surbroutage, il y a une idée reçue au Pérou qui est vraiment qui est appuyé par plusieurs organisations, autant des ONG nationales que des organisations comme Oxfam, Suco, qui cherchent à mettre en œuvre
des pratiques améliorées d'élevage de bétail, comme une idée comme quoi faire la rotation, c'est mieux que de ne pas faire de rotation. C'est peut-être le cas, mais en réalité, ce qui est étonnant, c'est de voir qu'il n'y a pas eu d'études qui portent sur ce sujet-là, spécifiquement dans les Andes et en Amérique du Sud. Puis quand on regarde les études, les méta-analyses qui ont été faites ailleurs dans le monde, souvent la science n'appuie pas cet avantage, cette plus-value-là du broutage, de l'élevage par rotation. Donc, il peut y avoir des bénéfices socio-économiques pour les populations, mais en termes de capacité de charge de l'écosystème pour fournir du pâturage, ça reste une question qui est en suspens puis qui pourrait influencer beaucoup le type de pratique qui est mise en œuvre dans les écosystèmes mondains. Puis pour finalement faire un peu boucler la boucle avec la question de l'atténuation des changements climatiques, il y a malgré le fait qu'on ne connaît pas la façon comment les écosystèmes se récupèrent dans les ondes. Par exemple, les milieux humides, il y a des biologistes qui ont observé les milieux humides, comment la succession se fait après 10 ans où les milieux ont été protégés du bétail, puis qui voient que des graminées, donc des espèces qui ne devraient pas normalement se trouver dans des milieux humides, sont toujours présentes, sont même plus présentes qu'au moment où des clôtures ont été placées autour des milieux humides. Donc, ça donne beaucoup de questionnements, ça crée beaucoup d'incertitudes, mais ce qu'on sait, c'est que la tourbe, de toute façon, est un type de sol qui emmagasine beaucoup de carbone. Donc, il y a certaines pratiques économiques qui sont clairement à proscrire, comme l'extraction de tourbe des marais, qui est souvent utilisée, qui est souvent vendue, par exemple, dans les grandes villes, à Lima, dans les pépiniéristes pour le jardinage. Donc, clairement, des pratiques à éviter, malgré le fait qu'on ne connaisse pas parfaitement la succession, la restauration des écosystèmes humides. On sait que c'est important de les protéger. Donc, de mon côté, c'est tout. Donc, s'il y a des questions ou ça va me faire plaisir de répondre. Merci beaucoup, Simon. Peut-être que merci beaucoup de nous avoir présenté effectivement ces deux exemples-là. On voit l'importance vraiment dans ce que tu nous as présenté des savoirs traditionnels vraiment là, dans la manière d'implanter les solutions nature. On voit aussi qu'il reste quand même beaucoup de questions auxquelles il faut encore répondre. Maintenant, je ne sais pas si les autres panélistes, par exemple, voudraient comme intervenir par rapport à ce qui vient d'être dit. Oui, non, je ne suis pas panéliste, mais j'ai pensé à Serge Giard disons, qui a planté des cèpes dans son exploitation agricole à Montérégie. S'il y a des critères, des variétés, justement, parce que je pensais à Simon qui citait l'exemple de plantation de combien? 1 million d'arbres dans une journée, mais que c'était une monoculture. Donc, une idée terrible. Serge, à votre échelle, beaucoup plus petit qu'1 million d'arbres au Pérou, mais est-ce qu'à votre échelle, à Montérégie, quand vous avez fait l'effort de planter des cèpes brisevants qui sont considérés comme une des solutions nature pour le climat, parce que ça apporte des améliorations au niveau du flux de carbone, est-ce que vous avez eu des considérations au niveau de la variété, par exemple? Ben, actuellement, oui, il y a 25 ans, j'ai planté que des frênes. Et puis là, j'ai fini des abattre l'an dernier à cause de la grippe du frêne. Dans ma haie brise-vent, j'ai 5 variétés d'essence, dont 2 sont des conifères, 3 des feuillus. Je viens de terminer une autre plantation, une très petite, là, une centaine d'arbres, avec une centaine d'arbustes. Les arbres, il y a 9 variétés, 9 espèces d'arbres, parce que là, il va falloir, avec les changements climatiques, on dirait que
il y a des insectes qui n'existaient pas avant et qui s'en viennent maintenant. Alors, on a des arbres qui vont être plus sensibles à des invasions d'insectes ou peut-être de champignons, mais à la date, c'est surtout des insectes. Oui, la façon de faire, c'est de planter beaucoup d'essences différentes. Bon, pourquoi ça ne se fait pas plus? C'est parce que ici, les terres sont à 60 000 l'hectare. Et puis, ça prend quand même une superficie qu'on ne cultive plus. Le système, puis le système des marchés agricoles n'encourage pas pour l'instant ces méthodes-là, alors qu'ils sont tellement importantes pour l'environnement, mais c'est pas, il n'y a pas d'action très, très prononcée par nos autorités pour nous influencer à regarder cette facette-là. Ben, Serge, oui, hein, tu voulais... C'était juste que je pense que c'est un très bel exemple de comment on doit prendre en considération le carbone et la biodiversité ensemble. Et on part planter une diversité d'espèces. Si c'était pour le but de carbone même, c'est comme une assurance que cette carbone sera probablement stocké. Tu vas peut-être perdre 1 ou 2 espèces, mais en général, la forêt va continuer. Alors, il y a une réciprocité entre ces deux buts, en plus des autres services dont Simon a mentionné, entre autres peut-être pour l'eau, des choses comme ça. Mais je pense que ça démontre que l'expérience de Serge, que ces 2 choses sont vraiment importantes de considérer ensemble. Merci. Puis, peut-être ajouter aussi, Serge a mentionné l'importance d'avoir des plantations diversifiées. C'est vraiment la clé pour résister à des imprévus, des nouveaux insectes qui sont qui peuvent, ou des phytopathogènes qui peuvent être plus abondants avec les changements climatiques. Souvent, les projets à l'international proposent sur papier d'avoir cette diversité-là. Puis ensuite se bute à des obstacles logistiques pour pouvoir mettre en œuvre toute cette biodiversité qui est désirée autant par la population que les bailleurs, le gouvernement. Puis dans le cas du Pérou, moi j'ai je me suis beaucoup intéressé, je me suis beaucoup inquiété de voir que presque toutes les plantations du gouvernement étaient des plantations de pins ou d'eucalyptus, même si des fois il était mention d'autres espèces, les photos montraient toujours des pins. Quand c'était chiffré, des fois on voyait que les espèces endémiques, les espèces locales représentaient seulement 5%. Puis la raison, c'est pas très compliqué, c'est parce que tous les pépinières du gouvernement cultivent des pins, des eucalyptus. Donc, quand bien même quelqu'un qui arrive et dit je veux planter des espèces endémiques, ben, il faut qu'il y ait quelqu'un qui cultive, qui est en pépinière. Puis, donc, c'est important que les bailleurs regardent aussi c'est quoi les goulots d'étranglement pour être capable d'assurer que les interventions favorisent cette biodiversité-là. Favorisent les capacités des populations locales. Certaines souvent, c'est pas les pépinières juste du gouvernement, ça peut être aussi des pépinières qui viennent d'initiatives locales, qui soient capables de les appuyer avec une vision long terme pour que ça ne soit pas juste durant les 2-3 ans, parce qu'un arbre, ça prend plus que 2-3 ans pousser pour donner vraiment des bénéfices, mais que ça permet de donner des bénéfices dans le long terme. Très bien, merci beaucoup Simon pour ces précisions. Maintenant, j'aurais comme envie de lancer une discussion plus large. Donc, Sylvia nous a présenté vraiment les assises scientifiques des solutions nature pour le climat. Simon, tu viens de nous parler d'exemples très concrets. Serge aussi, et tu vas nous en parler encore plus par la suite. Maintenant, j'ai quand même une question. Face au risque d'éco-blanchiment, quand on parle d'éco-blanchiment, il y a évidemment les risques de marché carbone, là, de se servir de la nature vraiment juste dans une dynamique de compensation, c'est-à-dire on pense qu'on va planter des arbres, puis ça va nous permettre d'éviter de faire le travail d'atténuation, de réduction de nos émissions de GES. Donc ça, c'est une chose, mais ce n'est pas juste ça, c'est de manière générale se donner une image verte
C'est, dans l'air du temps, ça fait bien de mettre du vert un peu partout. On va résumer ça comme ça. Maintenant, est-ce que ce qu'on voit à l'international, c'est que il y a une grosse, il y a une polémique qui enfle, on le disait au début, et là-dedans, il y a peut-être une tendance pour certains de vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire du coup, face au risque d'éco-blanchiment, de dire, ben, laissons faire les solutions nature pour le climat. La question qu'on vous pose ce matin, c'est pensez-vous qu'il y a des nuances à apporter à ce débat et justement des considérations géographiques aussi à prendre en compte? Ben, je peux commencer. Mais dans mon perspective, comme utiliser les solutions nature pour le climat comme compensation devrait être vraiment la dernière des options disponibles pour la lutte contre le changement climatique. Je pense que tout gouvernement, entreprise, individuel ont besoin de, premièrement, essayer d'éviter leurs émissions. Deuxièmement, réduire ce qu'ils ne peuvent pas éviter et finalement, tourner vers la compensation qui pourrait être disponible à travers des actions. S'il y a un marché de crédit. Alors, je pense qu'on doit le cadrer dans cette perspective-là, que c'est la troisième action pour réduire les émissions. Et pour moi, je sais qu'on a le marché de carbone, on peut aussi mettre des limites de combien d'émissions tu peux compenser à travers différents types d'actions. Alors, je pense que c'est aussi important de penser à comment est-ce que la régulation peut faciliter ou mener à l'éco-blanchissement. Si ça permet une entreprise de payer pour des crédits de solution nature pour le carbone à des autres niveaux, ben, il n'y a aucune initiative ou incentive pour changer leur façon de faire. Mais si c'est vraiment restreint à seulement une portion de toutes les réductions qu'ils ont besoin à faire, là, je pense qu'il y a peut-être un rôle important parce qu'il y a une source de financement derrière ça. Mais je veux pas lancer le bébé avec l'eau parce que je pense que ça, c'est une dimension des solutions nature, cette marché de carbone. Il y a beaucoup de municipalités qui veulent investir en ça pour des autres buts qui a pour complémentarité la mitigation des changements climatiques, mais ils veulent restaurer leur écosystème pour des autres services aussi. Alors, avoir un mécanisme qui soutient ces actions locales, je pense que c'est très important toujours. Merci. Simon? Oui, tout à fait d'accord. Je pense que c'est important de favoriser au niveau local des initiatives aussi qui vraiment donnent des bénéfices localement. Beaucoup de projets, beaucoup de projets souvent sont élaborés avec la narrative de la part même souvent des populations locales. Ah, il faut planter des arbres parce que c'est bon pour le climat. Mais même si on se mettait à quantifier, à faire de la comptabilité de tous les services que l'agroforesterie, par exemple, dans le projet va apporter, en fait, pour eux-mêmes, ça a une beaucoup plus grande valeur, les services de stabilisation des sols, des nutriments, la provision d'eau, la biodiversité, que l'ensemble des CO2 qui est séquestré pour l'humanité, qui est un service qui est important, mais qui est distribué, qui est divisé par 6 milliards, 7-8 milliards de personnes. Donc, si on veut avoir si on veut mettre en œuvre des interventions qui sont durables, il faut vraiment s'assurer de prendre en compte les intérêts, les besoins des populations locales, aussi de diversifier le discours sur les solutions nature, donc pas juste pour le climat, mais également pour les moyens d'existence. La nature est vraiment la base, puis à plus forte raison dans les populations les plus pauvres, les plus vulnérables dépendent davantage de la nature pour leur gagne-pain. Donc, il y a un volet de justice climatique qui est vraiment central, qui doit faire partie aussi de la discussion. Puis les projets qui sont financés à l'international devraient toujours chercher à maximiser le plus possible l'éco-bénéfice. Puis de mon point de vue, la meilleure façon d'y arriver, c'est
c'est un peu changer le système lui-même, la structure du système, c'est d'aller au-delà d'une logique comptable, de chercher à tout quantifier. Ça mène toujours vers des sursimplifications, puis encore plus quand il est question de la nature. Merci, Simon. Mais en fait, ça me fait penser, je connais l'exploitation agricole, je connais la terre des Serges, puis on parle des sapins, on parle c'est ce qu'on peut donner comme, disons, comme incentif aux gens qui déploient les solutions nature. On parle des avantages qui viennent avec les solutions nature elles-mêmes. Ce n'est pas peut-être à l'État ou à un marché de carbone de donner une aide pécuniaire, mais il y a des avantages qui viennent avec les solutions nature elles-mêmes pour les gens qui les implantent. Et je pense, dans les cas de Serge, et Serge, vous me corrigerez si je me trompe, mais quand vous savez, par exemple, élargir vos bandes riveraines ou planter les haies brise-vent, vous êtes très concerné pour les questions de qualité de l'eau, l'eau d'écoulement sur vos terres. Vous êtes très sensible, évidemment, à la question des pesticides. Vous êtes un des membres fondateurs des Victimes des pesticides Québec, etc. Mais il se trouve que les solutions que vous avez déployées sont aussi des solutions nature pour le climat. Mais vous êtes un peu une bibite rare, là où vous êtes, les terres autour ne font pas la même chose. Comment est-ce qu'ils vous regardent? Qu'est-ce que vous pensez que ça prendrait pour qu'ils s'embarquent? Un peu plus de conviction des effets de cette méthode-là agronomique, c'est-à-dire l'agriculture biologique. Comme je disais tantôt, le système n'est pas bâti pour que ça soit encouragé parce que ce que le système préconise, c'est la monoculture, c'est-à-dire maïs, soya, puis c'est pas d'ouvrage. Tandis que l'agriculture biologique, c'est beaucoup plus de travail. Écoutez, je pense que je pense que le consommateur va faire virer le sens de la situation plus que les agriculteurs eux-mêmes, parce que les agriculteurs eux-mêmes sont terriblement endettés. Ils n'ont pas les moyens de perdre du rendement à essayer des nouvelles choses. Alors, moi, je conclus que c'est une histoire de société. Il va falloir peut-être qu'on accepte de payer un peu plus cher les aliments, malgré que c'est en hausse actuellement, mais ça va être le cas aussi qu'on va payer les aliments plus cher parce qu'avec les changements climatiques, il y a de plus en plus de sécheresse ou d'inondations, puis où ça détruit d'une façon ou d'autre les cultures. Je ne sais pas, là, on n'est vraiment pas rendu là. J'ai une partie qui explique ça aussi dans mon exposé. Justement, Monsieur Giard, je vous inviterai à y aller justement sur votre exposé racontez-nous un peu pourquoi vous êtes passé justement d'une agriculture plus industrielle versus justement une agriculture plus agroécologique. À vous la parole. Merci Anne-Céline de la présentation. Je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité. Pour en devenir une méthode culturelle d'aujourd'hui, d'abord, j'ai suivi des cours de 2 hivers consécutifs en 1991 et 92 à raison de 12 jours par hiver sur la méthode agronomique à pratiquer en agriculture biologique. De 1992 à 1999, je me suis pratiqué à la méthode de culture sans intrants ou biologique sur seulement quelques parcelles de ma ferme conventionnelle. Ça donnait même des résultats, ça donnait les mêmes résultats que les parcelles conventionnelles. En 2000, je transfère en pré-certification à l'agriculture biologique sur toutes les surfaces de ma ferme. En 2003, pour la première année, je vends mes cultures certifiées biologiques. Les revenus à l'hectare sont de 1 000 supérieurs à l'agriculture conventionnelle, selon un conseiller en gestion du club de gestion agricole Pro Conseil, M. Hébert. Et il était nécessaire de beaucoup de modifications de machinerie sur ma ferme. Ce fut des frais de 50 000 juste pour modifier les machineries.
En pratique biologique, il y a 3 fois plus d'heures de travail à l'hectare comparativement à l'agriculture conventionnelle. Même si nous passons 5 fois pour désherber mécaniquement, donc en totalité, nous brûlons plus de carburant à l'hectare que l'agriculture conventionnelle. Nous produisons quand même que 40 à 60 des GES des cultures conventionnelles. De fait, par l'extraction des engrais chimiques, ainsi que leur transformation et leur transport, et le même scénario pour les pesticides, ce qui fait que les cultures biologiques sont beaucoup plus protectrices de l'environnement. Il n'y a pas de fertilisants ni de pesticides qui s'écoulent dans les cours d'eau. La fertilisation en agriculture biologique se fait à 40 par des engrais verts et 60 par des engrais organiques. La ferme possède 3,8 km de haies brise-vent. C'est un milieu qui permet le développement de la biodiversité. Sous les arbres de la haie, c'est le milieu de prédilection pour l'hivernement des coccinelles, dont durant la période de croissance du soya, elles consomment les pucerons. Elles en consomment entre 170 et 250 par jour, par coccinelle. Okay. Aussi, il y a des animaux dont d'autres animaux qui sont venus à la haie, dont les renards, les dindons sauvages, l'écureuil, la chauve-souris. J'ai travaillé aussi durant 8 ans avec l'Université de Sherbrooke à l'implantation des hirondelles bicolores qui mangent, elles, des insectes en vol le jour. Et les chauves-souris, elles, mangent des insectes en vol la nuit. Il y a aussi 2 dortoirs sur ma ferme de chauves-souris. Malheureusement, depuis la pandémie, il y a 2 ans, l'université a arrêté ses activités pour les rondelles bicolores. Mais je continue à prendre soin des 19 nichoirs sur ma ferme. Il y a aussi l'implantation le long des cours d'eau de bandes riveraines fleuries d'1 mètre de large longeant le cours d'eau, avec 2 nichoirs pour les pollinisateurs qui sont en majorité des abeilles, des bourdons, des guêpes et des papillons. Et il y a une bande élargie de graminées de 4 mètres supplémentaires qui font suite à la bande fleurie. Au sujet de mes voisins, ils me respectent dans le choix que je fais, mais m'affirment qu'ils ne m'imiteront pas à cause du travail supplémentaire et aussi pour avoir aucune mauvaise herbe sur leur ferme, car le coup d'œil est beaucoup plus invitant sur une ferme conventionnelle que sur une ferme biologique. Et pour obtenir cette absence de mauvaise herbe, à quel prix environnemental? Les agriculteurs conventionnels sont conscients qu'il faut diminuer les pesticides sur leur ferme, mais ce n'est pas qu'à eux, les agriculteurs, d'en subir les frais, c'est un cheminement de société. Selon le lanceur d'alerte, l'agronome-chercheur, M. Louis Robert, et l'agronome-chercheuse, Mme Caroline Hall, mentionnent qu'il y a de la recherche tablettée qui ferait diminuer l'utilisation des pesticides à 25 à 40 de ce que l'on utilise actuellement. Pour réaliser ce tour de force, il faut que le gouvernement forme et embauche un nombre supplémentaire de techniciens agricoles et agronomes pour transférer la recherche scientifique à la pratique agricole sur la ferme même. Mais le gouvernement, malheureusement, n'est pas encore rendu là. En conclusion, c'est à nous, les consommateurs, d'exprimer, de par nos achats, que nous désirons que soit fabriqué en respect avec l'environnement et la nature ce que nous consommons. Et on revient toujours à la citation de Mme Laure Varidel qui dit « Acheter, c'est voter ». Merci de votre attention. Je suis disponible aux questions. Merci beaucoup, Serge. Là, vous me faites penser avec toutes les démarches pour la certification biologique que vous avez racontées. Puis, mon Dieu, c'est tout un monde de coûts qui est complètement différent de l'agriculture traditionnelle. Mais je me demande si un jour il ne devrait pas exister une certification de fermes à faible intensité carbone, parce qu'il y a une série d'interventions qui pourraient conduire. Je lance l'idée comme ça, mais une ferme pourrait éventuellement être identifiée ou certifiée comme ferme à plus faible intensité, plus faible émission carbone qu'une autre. Là. Oui, effectivement.
ça serait l'idéal. Par contre, moi, de ce que je comprends, le marché du carbone, c'est aberrant, ça. C'est comme se sauver de notre responsabilité. Alors, comme on disait tantôt, c'est la base, c'est pas trouver un mécanisme monétaire, mais d'aller à la source pour diminuer la production de GES. Puis la source, ben, c'est la plantation, c'est l'agriculture, je n'ai pas beaucoup plus de réponses que pour l'instant. Non, mais on comprend. Oui, merci, merci beaucoup pour cet exemple très concret là, de qu'est-ce que ça veut dire vraiment de mettre en place des solutions fondées sur la nature dans une exploitation agricole au Québec. On le voit, là, vous l'avez mis en place surtout pour des questions de protection de la biodiversité, aussi parce que vous étiez vous-même confronté à une problématique liée aux pesticides et vous avez voulu vraiment transformer vos pratiques justement pour y faire face. Merci beaucoup. On serait venu maintenant au temps justement de la 5e question qui serait par rapport à tout ce qui vient d'être dit, à l'importance des solutions nature pour le climat, mais également pour d'autres services écosystémiques que la nature peut nous rendre, mais également face effectivement à un risque de, au final, ne voir la nature comme justement un peu pour ses fonctions en dehors, alors qu'elle a une valeur intrinsèque en soi, la nature. Comment au Québec, dans justement le rôle que le Québec peut jouer dans l'implantation puis la valorisation de la nature pour ces aspects-là, quels sont les obstacles à surmonter ici par rapport à l'implantation des solutions nature? Je poserai la question peut-être en premier lieu à Simon, puis après Sylvie. Oui, ben moi, je trouve intéressant un point de débat que Serge soulève dans sa présentation au sujet de est-ce que c'est d'abord du recours des consommateurs d'imposer des façons de faire qui sont plus sobres en carbone, ou est-ce que c'est le marché ou la politique? Puis moi, je suis tout à fait d'accord d'un point de vue de valeur. Je crois qu'il faut qu'on change notre façon de voir la nature, mais je suis aussi tiraillé intérieurement parce qu'on voit dans les sondages qu'on demande aux gens est-ce que vous achèteriez, est-ce que vous seriez en faveur d'une taxe sur des produits qui ont une grande empreinte environnementale? Est-ce que vous seriez en faveur d'une taxe sur la production de viande qui a, dans presque tous les cas, plus d'impact environnemental que les sources de protéines végétales? Les gens, très souvent, n'appuient pas l'idée d'une taxe, mais n'appuient pas non plus l'idée de payer plus cher ils sont pas prêts à payer plus cher pour acheter. Donc, j'ai pas de... Je pense que c'est un obstacle de taille qui peut, dans le long terme, qui peut être adressé en partie à travers l'éducation, à travers vraiment, c'est ça, la façon de voir la relation à la nature. Je pense que les peuples autochtones ont beaucoup à nous apprendre des connaissances concrètes, mais aussi tacites sur cette relation avec la nature. Parce que présentement, il y a des progrès, mais oui, il y a encore énormément d'obstacles si on souhaite mettre en œuvre tout ce qui est à portée de main pour réduire l'empreinte carbone de l'agriculture puis de l'utilisation du territoire de la nature. Mm-hmm. Sylvia, aurais-tu des choses à ajouter? Oui, mais c'est ça, dans le contexte Québec, comme on a vu dans l'étude de Driver que l'opportunité se trouve vraiment dans les milieux agricoles. Dans le sud du Québec, ça, c'est surtout les milieux privés. Et comme Serge a mentionné, bien, ça lui a coûté énormément pour transformer son milieu pour avoir des pratiques qui sont mieux pour l'environnement, qui un stock de carbone. Et je pense que ceci est vraiment un obstacle. Beaucoup de personnes, bien, ils ont peut-être moins de connaissances ou ils ont l'ambition, mais ils n'ont pas les moyens d'aller chercher ces connaissances et les soutiens pour mettre en œuvre les actions qu'ils ont peut-être envie de faire. Alors, je pense que ça, c'est une chose à laquelle on doit réfléchir. Est-ce que c'est juste à travers les prix de marché, comme Simon et Serge ont mentionné, avec le choix pour le biologique,
le producteur sera compensé pour ses efforts, ou est-ce qu'il y a des décisions au niveau sociétal qui disent, OK, bien, c'est ce type d'agriculture qu'on veut promouvoir dans nos écosystèmes parce que ça rend plusieurs types de services et nous allons mettre en disposition des manières de convertir. Je sais qu'il y a déjà des programmes Prime Vert, entre autres, pour aider les producteurs, mais avec ce que j'ai parlé, c'est un processus assez élaboré, très difficile, beaucoup de papier, beaucoup de suivi pour le faire. Alors, c'est un obstacle aussi en temps. Ils sont des personnes qui sont très occupées. Alors, je pense que c'est de trouver des manières que les personnes qui veulent faire ces types d'actions, ça devient facile, qu'on facilite ces ambitions au lieu de mettre trop de régulation ou de papier devant des personnes pour que ça ralentisse les choses. Alors, pour moi, ça, c'est un des enjeux que je vois comme obstacle au Québec. Moi, je suis optimiste quand même sur les générations suivantes de la mienne qui sont au courant, sont plus instruits, sont plus au courant. Si on suit aux dernières élections municipales qu'il y a eu, beaucoup de jeunes ont pris la place et c'est urgent que ce soit des jeunes qui prennent la place parce que ceux de mon âge là, sont moins sensibles. Alors, bon, est-ce que ça va aller assez vite? Ça, je ne suis pas certain, mais on est du bon côté de la pente, en tout cas. C'est terminé. Ouais. Pour aller plus vite dans les bons côtés de la pente, est-ce que vous pensez qu'il y a des possibilités au niveau de l'écofiscalité et des risques en même temps? J'ai mes confrères agriculteurs avec qui je me tiens, qui sont conventionnels, ce n'est pas une question d'argent parce que c'est une question de disponibilité de temps, le moins d'efforts possible. Puis avec les pesticides, c'est pas forcément, on passe une fois, c'est fini. La fertilisation, planter des engrais verts, j'ai remarqué que c'est rendu assez courant dans le conventionnel aussi, les engrais verts, mais c'est très récent. Là. Écoutez, quand on dit que c'est 3 fois plus de temps à l'hectare, ça n'encourage pas à venir. Est-ce que l'augmentation des revenus aiderait à convertir? J'ai mentionné tantôt que selon un conseiller en gestion, que 1 000 l'hectare de plus en biologique, ça ne semble pas suffisant pour les inciter, les inviter à prendre cette méthode culturelle-là. Puis, on a vu aussi avec la Commission sur les pesticides combien est-ce que l'industrie est impliquée dans la mise en marché et tout ça. Alors, on a un gros problème en avant de nous qu'on doit tous et chacun, tous nos organismes, essayer de informer davantage le consommateur. Parce que le matin que le consommateur va décider d'acheter juste ça, il ne sera plus d'autre chose non plus. Là. Le conventionnel va s'essouffler. Je pense, pour ajouter à ça, je crois qu'il y a beaucoup d'obstacles qui sont un peu des problèmes qui sont un peu compliqués. Par exemple, le temps investi à investir pour faire de l'agriculture biologique, mais il y en a d'autres probablement qui sont vraiment plus simples dans les changements que ça nécessiterait, par exemple, cesser la mainmise que les producteurs de semences, de pesticides ont sur l'ordre des agronomes, sur les prescriptions qui sont faites. Donc, juste de diminuer la quantité de pesticides, je pense que c'est déjà quelque chose qui ne demande pas plus de temps de la part des producteurs. Mais qui est très difficile à cause de la façon comment les différents les producteurs d'intrants et les agronomes finalement les structures sont trop étroitement imbriquées.
Donc, je partage donc l'opinion, oui, effectivement. D'ailleurs, à la Commission sur les pesticides, il y a 80% des témoignages qui ont mentionné un peu la nonchalance de l'ARLA ou de la Santé Canada. Là. Il n'y a pas juste du côté des agriculteurs ou du consommateur, il y a au côté de nos institutions gouvernementales qui ont un grand travail à faire aussi. Je peux me permettre un commentaire, pas des panélistes, mais des producteurs forestiers. Je suis producteur forestier à très petite échelle dans la région de la Haute-Beauce. On a les mêmes problèmes au niveau de l'aménagement forestier. En ce moment, les entrepreneurs forestiers qui travaillent surtout avec de la grosse machinerie qui empêche de suivre des plans d'aménagement forestier de basse intensité parce que la machinerie empiète de façon trop large sur le territoire, donc c'est difficile de suivre un plan de martelage avec beaucoup de détails et de courbes, ou même suivre des plans d'aménagement phonique avec des trouées en forêt, etc., quand on rentre avec une skideuse qui fait 10 pieds de large. Donc, c'est extrêmement difficile, ça scrape, ça endommage le terrain. Mais les grands entrepreneurs forestiers qui ont un accès privilégié aux scieries du sud de Québec en ce moment-là, c'est eux qui négocient, et même que les prix qui sont négociés entre les entrepreneurs forestiers et les scieries parfois demeurent secrets puis ne sont pas dévoilés aux propriétaires des boissés privés. Donc, c'est extrêmement difficile de penser à l'application des solutions nature pour le climat et à d'autres couches de complexité comme des plans d'aménagement phonique ou des plans qui rendent les terrains aptes à une contribution à un éco-corridor quand les entrepreneurs forestiers veulent travailler vite avec de la grosse machinerie puis qu'ils ont un accès privilégié aux scieries par rapport aux petits producteurs qui travaillent avec de la petite machinerie dont les coûts sont plus élevés, comme dans le cas de l'agriculture biologique, les heures de travail sont plus importantes, puis la difficulté de s'arranger avec les transporteurs et les scieries est plus grande. Donc, il y a un obstacle qui est du niveau du mécanisme de marché. Il y a un obstacle au déploiement de solutions nature pour le climat au niveau de l'aménagement forestier au Québec et on regarde collectivement de quelle façon on peut surmonter ces obstacles-là. Est-ce que c'est l'écofiscalité? Il y a déjà des mesures d'écofiscalité qui existent pour l'aménagement des boissés, mais les mesures qui viennent avec sont non contraignantes. Donc, c'est difficile même de faire un suivi sur la vraie exécution d'un plan d'aménagement forestier ou d'un plan d'aménagement phonique sur une période de 10 ans, une fois que l'avantage fiscal a été perçu au moment d'effectuer le plan d'aménagement forestier. Donc, oui, il y a des obstacles de marché très semblables, en fait, dans leur mécanisme de fonctionnement au niveau de l'aménagement forestier et de l'agriculture biologique, je constate. Sylvia, je vois ton micro. Oui, ben c'est ça, je réfléchissais. Comme une chose que ça m'a toujours venu à l'esprit, c'est comme mettre en place des actions comme Serge a fait sur son ferme, réduisent l'impact des extrêmes. Ça donne de résilience à son ferme en termes de production. Je ne sais pas, Serge, si vous avez noté ça avec vos expériences, qu'au niveau des rendements ou des maladies que vous expériencez, si ça a diminué à cause des mesures que vous avez mises en place. Mais la science nous dit que sur des échelles plus larges, ça devrait être le cas. Et je me demande s'il y a une place pour les assurances pour jouer un rôle. Les personnes qui mettent des actions comme ça en place, on sait que ça va mitiger les impacts. Est-ce qu'on peut trouver des autres manières de subventionner qui ne sont peut-être pas des marchés, mais plutôt des initiatives qui bénéficient directement des producteurs dans leur choix d'action? Oh. C'est de changer le système de mise en marché. Ça l'aiderait beaucoup, même les agricultures conventionnelles, si on pouvait réduire, comme c'est marqué, de 25 à 40 de ce qu'on utilise actuellement, ce serait très avantageux environnementalement. Maintenant, pour le rendement, effectivement, il y a une diminution de rendement parce qu'on a la fertilisation qui est calculée sur la base phosphore qu'on apporte dans la fertilisation, ce qui fait qu'on manque un peu d'azote parce que dans
oui, soit les plantes vertes, les agrès verts ou par les agrès organiques, on a une carence en azote. Et la carence en azote, c'est elle qui maximise le rendement de la culture. Alors, dans les cultures les plus exigeantes, dont le maïs, oui, on a une perte de rendement de presque 10 Dans le soya, qui n'est pas exigeant en fertilisation, et dans le blé, non, on n'a pas vraiment de perte de rendement. Notre perte de rendement est due à la carence en azote qu'on essaye de combler par l'engrais vert et l'engrais organique. Oui, il y a une différence de baisse de rendement. Merci Serge de ces précisions. Ce que tu disais, Sylvia, aussi est vraiment intéressant d'aller chercher des manières de soutenir vraiment l'implantation de ces solutions-là autrement que juste par des subventions, là, mais peut-être en baissant des coûts pour les gens qui veulent aller là, comme tu évoquais les assurances. Pourrait y en avoir d'autres. Dans les commentaires, je vois aussi quelqu'un qui disait qu'il faudrait peut-être obliger les industries responsables de la pollution de payer une partie de l'implantation des solutions nature. Ça aussi, effectivement, ça pourrait être intéressant, c'est-à-dire d'appliquer un peu aussi le principe de pollueur-payeur de beaucoup plus systématiquement pour que après l'argent aille à soutenir les vraies initiatives versus justement les fausses solutions à juste se dorer de verre. C'est ça. Sinon, il y avait une question aussi dans le chat qui dit, alors comment pouvons-nous réussir à attirer le capital de la finance privée pour soutenir les solutions basées sur la nature? Est-ce que je peux intervenir? La première question, c'est théoriquement, c'est une excellente conclusion, sauf qu'en pratique, l'industrie va nous refiler la facture. Ça sera toujours le consommateur qui va payer le total. Ce qu'on exige à l'industrie est bien placé pour nous refiler la facture. Mais il faut trouver une solution que l'industrie soit plus sensible aux besoins environnementaux. Oui, juste ajouter cette idée, c'est comme que peut-être il y a, je ne sais pas, c'est une taxe carbone ou quoi sur les industries qui va dans un pot comme le fonds vert. Et puis, c'est redistribué selon les mécanismes qu'ils ont mis en place. Parce que si c'est directement, comme ça, je dis, entre l'industrie et le producteur, il y a l'espace pour des dynamiques de pouvoir de jouer dans ça. Mais si on le passe à une institution tiers qui peut gérer ça peut aider. Parce que je sais, je pense que c'est l'île de Prince-Édouard, ils ont mis en place une régulation de 30 mètres des bandes riveraines. Mais les producteurs, ils ont toujours la même pression des industries de produire le même niveau dans ce cas-là, c'était les patates. Alors, bien qu'ils ont mis des bandes riveraines en place, la pression sur la terre cultivée a beaucoup augmenté. Alors, même si on met certains types d'actions, solutions nature en place, ça se peut qu'il y a des impacts qu'on ne prévoit pas en termes de s'il y a toujours une exigence dans les contrats des producteurs à réaliser, ça va mener aussi à des autres problèmes. Alors, pour ça, d'avoir un lien direct entre producteurs et industrie, je me demande si c'est mieux d'avoir un intervenant entre les deux. Très bien. Simon, tu voulais intervenir? Oui, ben, sur la question, l'exemple des patates, je pense que c'est une illustration à petite échelle du risque, comme quoi les solutions de la nature empêchent sur d'autres utilisations des sols. Dans ce cas-là, c'est vraiment noble comme objectif, mais effectivement, s'il n'y a pas de façon de reconnaître la valeur réelle de la protection de la nature, puis de rétribuer les personnes qui font le geste monétairement, malheureusement, dans l'état actuel des choses, c'est très dur d'avoir des solutions qui vont être des réelles solutions durables. Puis sinon, je pense que la question des assurances est vraiment
très intéressantes pour ce qui est des productions, des méthodes agricoles qui sont plus durables. Puis je me dis, si au Québec, c'est très les producteurs sont frileux à l'adoption de nouvelles méthodes parce qu'il y a un risque d'une légère baisse de rendement. Dans des pays du Sud, c'est souvent la situation est beaucoup plus, il y a une vulnérabilité beaucoup plus élevée du fait qu'il n'y a vraiment pas de filet social généralement de la part de l'État. Donc, des risques de catastrophes naturelles qui se présentent à chaque année ou d'insectes ravageurs. Les programmes d'assurance permettraient d'encourager les producteurs à avoir une production peut-être plus diversifiée, qui utilise moins d'intrants, puis de rétribuer directement les producteurs s'il y a une perte en raison. Puis une perte, ça peut être aussi je ne sais pas comment on dit exactement, mais par exemple, si un agriculteur faisait tant d'argent en produisant seulement des mangues, parce que c'est la récolte, la culture la plus lucrative, en diversifiant sa production, il va peut-être gagner un peu moins si la production de mangue cette année-là était élevée. Donc, c'est important de tenir compte de l'ensemble des incitatifs qui peuvent aider les producteurs ici, mais également dans les pays du Sud, puis d'intégrer ça dans les différents mécanismes de coopération internationale. Pas seulement penser en termes de technologie, mais vraiment penser en termes d'améliorer la résilience économique, mais résilience environnementale des producteurs. Puis ce qui est intéressant aussi par rapport le dernier point, par rapport à le temps que ça prend d'avoir une production plus biologique. Ça, c'est un aspect qui est encourageant dans plusieurs pays du Sud, c'est que les gens souvent ont plus de temps. Ici, il y a beaucoup de mentalité que tout a été mécanisé. Donc, le temps dédié à la production est très, très... la valeur du temps est très chère. Dans plusieurs pays, les gens dédient déjà beaucoup de temps. Donc, il y a une façon d'utiliser cet atout-là pour renforcer les capacités en termes d'agrobiologie, d'agroécologie. Puis une meilleure répartition du temps aussi. Les femmes dédient beaucoup plus de temps aux tâches ménagères puis que les hommes dans la plupart des pays du Sud. Donc, en encourageant des techniques, souvent des méthodes de production à plus petite échelle qui valorisent la sécurité alimentaire et non seulement les marchés. Il y a une façon d'avoir une meilleure distribution du temps entre ceux qui en ont moins présentement puis ceux qui en ont un peu plus. Est-ce que je peux intervenir? Oui, au niveau de l'assurance, les assurances récoltes, effectivement, il y a eu un effort de fait cette année au Québec. On a rajouté 4 ou 5 variétés, 4 ou 5 cultures qu'on peut assurer, mais ce sont toutes des légumineuses. Alors, parce que le marché de la protéine s'en va beaucoup vers les légumineuses, mais là, on fait un peu de monoculture encore parce que là, on sème légumineuses sur légumineuses. On cultive les parasites en ne changeant pas d'espèce de culture ou les champignons. Il y a un petit effort de fait du gouvernement là-dessus. Mais ce n'est pas la solution, ce n'est pas des légumineuses, ce serait d'autres cultures qui sont complètement indépendantes de légumineuses. Merci beaucoup, Serge. On voit que la question de la variété touche presque tous les domaines des solutions nature. On est presque sur l'heure. Je vais vous inviter à dire un petit mot de la fin. Je voulais juste nous rappeler à nous tous qu'on avait commencé cette conférence avec les critiques et les inquiétudes qui étaient soulevées par des associations, des organisations qui représentent de peuples autochtones par rapport aux solutions nature sur le climat. On a parlé largement sur les risques d'éco-blanchiment.
Pour ramener ça au Québec et pour ramener ça aux catégories des solutions nature pour le climat, petit rappel qu'il y a comme 3 grandes catégories, c'est la conservation, l'amélioration et la restauration. Puis au niveau de la conservation au Québec, il y a un énorme potentiel. Puis il y a des projets de conservation qui sont proposés, qui ont été désignés. Les concepts ont été développés presque de zéro par des Premières Nations et qui sont en attente. Donc il y a un potentiel de déploiement des solutions nature qui émanent des communautés des Premières Nations elles-mêmes, qui est en attente par manque de volonté politique de les concrétiser. Donc, il y a des solutions nature qui sont déjà mises de l'avance depuis un moment. Et donc, disons, il faudrait que ça se concrétise aussi pour que les solutions qui ont été mises de l'avance par les Premières Nations elles-mêmes trouvent leur place et soient appréciées de tous et soient mises en contribution. Donc, sur ce petit rappel, j'inviterai les 3 panélistes à un tout petit mot de la fin. On est presque sur l'heure. Je ne sais pas, Sylvia, Simon, Serge, qui veut aller en premier, mais à vous le micro. Sylvia, je t'invite. OK. Mais c'est ça, pour moi, comme les solutions nature, ils ont tellement de potentiel. Je pense que le risque qu'on les encadre un peu trop dans des mots très, très scientifiques, comme Simon l'a mentionné. Il y a beaucoup d'actions qui sont bénéfiques pour l'environnement, qui sont des connaissances par des pratiques des personnes sur la Terre comme Serge, qui sont là tous les jours, mais aussi des communautés autochtones qui ont pratiqué des différents types de gestion pendant des centaines, des milliers d'années. Alors, je pense qu'on a besoin des approches qui reconnaissent plusieurs types d'informations, de connaissances pour aller en avant et pour s'assurer que les types de solutions nature qu'on propose, bien, ça s'aligne vraiment avec les besoins locaux. Parce que bien que ça peut séquestrer du carbone, ça c'est très important au niveau global, mais ça doit bénéficier les communautés locaux aussi pour qu'ils veulent mettre dedans, ils veulent maintenir et que ça leur bénéficie durant leur vie aussi. Mais je vois beaucoup de potentiel au Québec pour faire ça. Alors, j'espère qu'on ne lance pas le bébé avec l'eau. Merci. Simon? Oui, tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel avec les solutions solutions nature pour le climat, mais pour d'autres bénéfices également. Donc, on peut, à juste raison, s'inquiéter des dérives de tous les engagements net zéro 2050 qui se fondent sur la nature éventuellement. Mais en contrepartie, il faut aussi qu'on agilise. C'est un mot, je pense que c'est un mot en espagnol. Il faut qu'on rende plus agile les investissements, mais également les différents mécanismes qui peuvent permettre de multiplier les interventions sur la nature par leur nature. Les interventions sur la nature sont souvent à plus petite échelle, impliquent souvent moins de main-d'œuvre rémunérée. Donc, c'est pas juste des projets qui commencent une date A, qui terminent à une date B, puis qui ont un seul indicateur de succès. C'est vraiment des façons d'occuper le territoire, d'interagir avec le territoire qui doivent être encouragées de différentes façons pour que ce soit pas seulement mis dans un carcan. Merci. Serge, mot de la fin, ton expérience avec les solutions nature pour le climat, on la réplique ou on ne la réplique pas? Il faut la développer davantage pour diminuer ou pour faire connaître davantage les risques des pesticides. Victimes Pesticides du Québec s'engage au mois de janvier à aller dans les institutions agricoles pour parler des dangers qui ont été peu développés sur les pesticides. Puis en même temps, je crois que ça pourrait amener à des méthodes alternatives suite à nos conférences pour diminuer ces pesticides-là. Alors, j'ai regardé, moi je suis optimiste. Oui, on va finir par percer. Définitivement, on va finir par percer d'autres méthodes. Est-ce qu'il sera trop tard? J'ose espérer que non, mais c'est sûr qu'on va y parvenir. Merci beaucoup.
Merci vraiment énormément à Sylvia, à Simon et à Serge d'avoir été avec nous ce matin. Je pense que ce qu'on peut retenir de cette activité et de manière générale du débat, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça va devenir l'expression consacrée pour les solutions nature, je pense. Une chose certaine, c'est que la nature vraiment a un rôle à remplir, mais évidemment à condition qu'on n'en fasse pas une utilisation abusive basée sur une interprétation erronée, voire malhonnête de la science, mais également à condition aussi de respecter des savoirs traditionnels qui sont là depuis des centaines d'années et de prendre en compte aussi vraiment les manières de faire des communautés locales et des populations autochtones qui connaissent leur territoire, qui savent comment allier vraiment comme protection, activité humaine et en même temps bien-être pour ces communautés-là. Donc, encore une fois, merci. Je pense que ce qu'il faut retenir également, c'est que les solutions nature, oui, maintenant, dans certaines conditions et avec des cadres bien définis pour éviter les abus et surtout les sortir de tout mécanisme de compensation carbone. Et évidemment, elle ne nous dédommage pas, en tout cas ne nous dédouane pas plutôt, c'est ça le terme, de la nécessité de réduire l'utilisation des énergies fossiles, premier facteur d'émission de GES au monde, ne l'oublions pas. Donc, à l'heure actuelle, la COP suit son cours. On en a encore pour 2 jours de négociation. On sait que les premiers drafts de texte de la déclaration finale oblitérerait justement la question des énergies fossiles. On encourage vraiment concrètement nos gouvernements à faire preuve de courage et d'un niveau d'ambition comme jamais, et au contraire que non seulement les énergies fossiles soient nommées, mais vraiment de faire en sorte que les ambitions climatiques des États soient à la hauteur du défi que l'humanité a à relever. Merci encore une fois énormément. J'espère que vous en avez appris plus sur les solutions nature, que vous allez nous encourager. Si vous voulez aussi voir concrètement ce que sont les solutions nature, puis le projet que Nature Québec et la SNAP mènent présentement en collaboration, vous pouvez aller sur le site internet www.solution-nature.org. Et puis, merci encore. Merci au Dialogue pour le climat de nous avoir invités. Et à une prochaine fois.